Bonjour tout le monde et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Duplex, le podcast du Libertin. On est très heureux de vous retrouver, d'autant qu'on a un peu traîné quand même à revenir avec toute l'équipe. Ça fait vraiment 3 mois qu'on a raté, mais toute l'équipe est de retour. Il y a Pierre qui est là, il y a Gladys, salut, il y a Carla, coucou, il y a Mathilde, salut, et il y a Clément qu'on n'entend pas mais qui gère le son. Et on l'a pas dit la première fois, mais là on veut vraiment le dire. Hein, il fait des grands signes. Clément qui gère le son, la vidéo, tous les trucs techniques. La cuisson du saumon au four. Il gère tout. Il gère tout. Mais alors, donc, je le disais, on est très heureux de revenir, d'autant que, on a vu toutes vos réactions au précédent podcast qui ont été très très positives. Et ça nous a vraiment motivé à revenir, voilà, à vous reproposer cette émission. D'abord, 2 parties donc dans cette émission. La première, le tour de table. Vous savez, c'est ce moment où toute l'équipe a repéré dans l'actu des infos qui sont passées un peu sous la table, qu'on n'a pas vraiment entendu à la télé, dans la presse, etc., mais qui méritent qu'on revienne dessus. Parce que c'est quand même beaucoup moins anxiogène. Je crois que c'est le mot, que ce qu'on entend ailleurs. Et la deuxième partie, c'est le focus. Cette fois, on s'arrêtera sur le cas de 3 pays même, en Amérique du Sud, parce que ça vous a peut-être pas échappé. Ce qui se passe là-bas, c'est vraiment une récidive des narcos, avec en plus des tensions très fortes entre le Venezuela et ses voisins. Donc on s'est dit ici dans l'équipe qu'on allait revenir en détail sur ce qui se passe, et c'est pour ça qu'une partie de l'équipe, notamment Gladys, Carla et Mathilde, vont parler de l'Équateur. Et le Venezuela, ce sera Pierre et moi, avec un petit détour d'ailleurs par l'Équateur aussi, dont on parlera en deuxième partie d'émission. Pour l'heure, on démarre avec le tour de table. Bah du coup, Pierre, on t'écoute pour le tour de table. De quoi tu veux? Ah, de serpent, c'est ça? Ouais, alors du coup, moi j'ai vu une anecdote via un serpent. Donc en fait, ça se passe en Australie. Il y a une habitante en fait qui a trouvé le reptile venimeux en plus, coincé dans une machine à glaçons de son frigo. Hein? Dans la machine à glaçons du frigo. Et ouais, alors en fait, je vous explique. Déjà, qui a une machine à glaçons dans son frigo? Les Australiens. Les frigos américains. Ouais, les gros là, les big à 2 portes. En fait, ça s'est passé dans la région d'Adelaide Hills. Et en fait, l'habitante d'abord, elle avait entendu des sifflements, etc. Et du coup, elle s'est juste dirigée vers son frigo. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait vraiment un serpent en bas. Et du coup, elle a appelé des gens qui sont spécialisés dans ça et tout. Et en fait, ils ont dit que c'était récurrent parce que ils avaient trop c'est chaud. l'Australie, au fait. Ouais. Non, mais il se passe toujours un truc avec des animaux de façon là-bas. Et en fait, ils ont juste trop chaud. Et du coup, ils cherchent des endroits frais. En fait, donc c'est juste glissé comme ça dans son frigo. Enfin, moi perso, j'aurais trop peur. En fait. Mais comment il a fait le trou? Il n'y a pas de trou pour rentrer ici, à part là où les glaçons. Facilement. Tu sais, c'est une petite ouverture. Je sais pas. Mais du coup, elle a retrouvé un serpent au bas de son Moi, la question, frigo. c'est qui t'appelle vraiment? Ça t'arrive, t'appelles qui? Parce que les pompiers, non? Ils ont l'habitude, les Australiens, je pense. Ils doivent avoir des numéros d'urgence, j'imagine. Si en plus il est venimeux. Et le pire, c'est qu'en plus, il faisait du coup 80 cm de long et il était venimeux en fait. Et apparemment, il est pas agressif et tout, mais quand même, il a quand même du venin. Et Mais 80 cm, c'est gros, genre. Bah ouais. Moi, je trouve que Pourquoi vous rigolez? Bon, alors, comment on va accrocher à ça maintenant? C'est ta pote. Comment on va rebondir sur ça? Bon, alors, est-ce qu'il y a une photo du serpent déjà? Même si c'est pas très radio-compatible, mais... Ok, le truc est immense. Fais voir. Le truc est immense. ça fait peur. Hein. Ouais, c'est un beau serpent. Faut imaginer c'est quoi? C'est un anaconda, non? Un peu? Non, c'est plus gros. Je sais pas, mais c'est un sac serpent Hermès. noir, à ventre, rouge. Ça aide pas beaucoup, ça. Bon, voilà, faites gaffe, on ouvre le frigo, quoi. Bah ouais. C'est ça la leçon. Gladys, tu vas nous parler? Alors moi, rien à voir, du coup, je vais vous parler d'un record du monde en natation. Alors non, je ne vais pas parler des Jeux Olympiques, des athlètes qui se préparent, mais je vais vous parler de Betty Bruxelles, une Canadienne de 99 ans qui a eu plusieurs records du monde en natation, notamment le 400 mètres en nage libre et dans la catégorie des 100 à 104 ans. Donc je trouve ça très impressionnant. Il y a une théorie qui existe déjà comme ça. Ouais, mais ils sont pas beaucoup. Ils sont 3. Elle a aussi eu le record de 50 mètres d'eau et 50 mètres brasse. Alors, elle a affirmé avoir découvert la passion sur le tard, à partir de la soixantaine. Et en fait, elle s'y est mise depuis toutes les semaines, régulièrement, elle s'entraîne. Et
Et en fait, en réalité, ils sont pas nombreux dans la catégorie. Comme par hasard. Même qu'il y a certaines courses où elle termine toute seule, la course. Voilà, elle est seule Les deux autres dans la ont été pris en compétition. charge par les pompiers. Juste avant. C'est horrible. Mais en tout cas, je trouve que c'est un beau message de fête du sport. Voilà, la natation, ça entretient. De fou. Et puis, ouais. Elle a quel âge? 99 ans. Ok. Ah ouais. Ouais, avec les 100, 104 ans, voilà, c'est... C'est incroyable, je Ouais. trouve. Elle peut Oh être non, fière c'est d'elle, en fou. tout cas. T'as dit que c'était une Canadienne, c'est ça? Ouais. Putain, ils ont la forme. Ouais. Putain, nous, nos petits vieux, ils sont pas comme Et ça. en plus, elle-même a dit moi, je fais ça pour le plaisir, je suis pas là pour les records, mais bon, je prends dès qu'il y a une médaille. Oui. Voilà, en toute modestie. Voilà. Bon, et en tout cas, et c'est une info, mais tu vois, il y a des catégories, des fois dans les sports, on soupçonne pas. Hein. Des fois, il y a des catégories à la con un peu. Mais en tout cas, c'était très bonne info. Merci. Carla, tu vas nous parler de quoi? Alors, moi, je vais vous parler d'un âne qui a été soigné d'une occlusion intestinale sévère par 24 litres de coca. Donc, en fait, c'est... Il avait été constipé, quoi. Merci Vincent pour la précision. Bah, oui, j'ai fait enseignement scientifique, donc j'ai quelques notions. Donc, c'est dans le comté de Devon au Royaume-Uni. Et en fait, l'âne est devenu dépressif parce que sa maman, Josie, est décédée. Elle dit ça, elle a le sourire aux lèvres, c'est horrible. On recommence, tu coupes. Non, laisse-le, ça, faut pas tu rigoler. reprends maintenant, tu reprends maintenant. Et là, attends, sa maman, qu'est-ce qui lui est arrivé à sa maman? Elle a Faut rire de Carla. On veut savoir ce qui lui est arrivé à la maman. Alors, elle est simplement décédée d'une mort naturelle. Ah oui, d'accord, mais oui. voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que quand même... Alors, il a été soigné par 24 litres de coca. Donc, on lui a fait une transfusion. Hein. Et parce qu'en fait, il était dépressif, donc en fait, il s'alimentait plus. Ah. C'est ce qui a entraîné l'occlusion intestinale. Et en plus, c'est une pratique qui est pas nouvelle, c'est pas inédit en fait. Ça a déjà été pratiqué. Après, il faut faire attention, on ne donnait pas du coca. Pourquoi du coca enfin, Ben, le coca, tu sais, même quand on est malade, on vous a jamais dit à vous. C'est viens quand t'as boire la du gastro, coca. ça. C'est quand t'es Ouais. malade et tout, on te dit bois Ouais. du coca. Mais C'est pour censé un faire l'effet âne, inverse. Après, je ne suis pas médecin. Ouah. Mais putain, attends, c'est vrai, le coca, ça Mais paraît c'est bizarre. fou quand même. Mais il a été soigné et aujourd'hui, il va très bien. Ouais, il nous écoute d'ailleurs. Ah, putain. Donc, il a plus de problème, il n'est plus dépressif. Donc, on se réjouit pour lui. Et C'est on vrai. pense très Félicitations, fort à lui. bravo. Ouais, Il sera, Toujours dans nos cœurs. il sera avec nous dans le prochain numéro du Duplex. Ouais, Bon, merci pour ce moment santé, Carla. Maintenant, on veut savoir, Mathilde, ton info. Qu'est-ce que Alors, moi, c'est un Américain, du coup, ça se passe aux États-Unis, qui a été arrêté après avoir escaladé la sphère de Las Vegas. Du coup, à Las Vegas, il y a une grosse sphère. Et il a escaladé. Ah oui, putain, j'ai vu. Ouais, je l'ai vu aussi, Ouais. je crois. Il a escaladé parce que, sans rien, hein, donc vraiment, il n'avait pas de matériel, tout ça. Ça Ouais, il s'était culminait fait un petit délire, quoi. à 110 mètres Ouais. hein, quand même. Hein. Et c'est illégal. Hein. Donc, bah oui. Étonnant. c'est Oui, c'est vrai. On tombe de Du là. coup, il se surnomme le Spider-Man pro-life, du coup anti-avortement. Et il a expliqué qu'il voulait lever des fonds pour venir en aide à une femme sans-abri qui était enceinte. Quoi? Voilà. En fait, il s'est dit, je vais faire des trucs qui n'ont rien à voir entre eux pour défendre une cause qui n'a rien Mais à je voir pense avec qu'il voulait juste lever les fonds parce que j'en sais rien en fait. Je peux pas. Du coup, il est. Ouais, il a été arrêté. Est-ce que oui, les fonds ont été levés? Il est pas blessé. Il est pas Non. tombé. Non. Bah, Il a c'est 24 ans, Spider-Man, ouais. on Mais s'en comment va. tu fais pour Ouais, c'est vrai. escalader une sphère? Je sais pas. Sans matériel, Sans mais si matériel, t'as même pas des Non, ventouses ou quoi? mais non, mais tu peux même pas t'accrocher, je comprends pas. Je sais Je pas, sais je vois pas. pas. Je crois que je vois vaguement Même la j'ai photo la du truc, sphère mais devant les yeux et il y a rien pour ça. Là, regarde. Il y a rien pour s'accrocher. C'est très y a radio vraiment rien compatible du ce que tout. tu fais. Ouais, je sais, j'aime bien. Mais attends, ouais, c'est pas peut-être. On t'enverra un envoyé spécial là-bas. Merci. Faire la sphère de Las Vegas. Bon, alors moi, en info, je vous ai dégoté un truc, mais c'était là, quoi. Il y a eu les comment ça s'appelle les trucs de la musique là. Les Grammy. Les Grammy, voilà. Il y a eu tu sais, les stars, Céline Dion, Miley Cyrus, Taylor Swift. Moi, je vais vous parler de notre star à nous. Notre star française du TikTok français, Morgane Makeup. Elle a fait des siennes, ou plutôt, non, des gens ont fait pour elle des trucs. Je vous lis l'info. Je vous lis l'info. Les paroles de la musique insolite. Les paroles de la musique de Morgane Makeup Business ont été modifiées sur Spotify pour se moquer d'elle. Des internautes dénoncent un manque de respect. Je vous lis ce que ça affiche parce que sur Spotify tu peux mettre les paroles des musiques et tout. Et là, Spotify ils ont vraiment écrit. C'est une vraie image. C'est vraiment écrit. Et je vous lis.
Excusez-nous du désagrément, mais nous avons renoncé à écrire les paroles de Morgan Makeup, car il nous est impossible de comprendre un seul mot de ce qu'elle chante. Bon courage pour écouter la meuf de Jul, en espérant que ça vous plaise, mais j'en doute, pensez bien à mettre des boules qui est. Mais non. Et en fait, ça c'est s'affiche méchant quand un peu, t'écoutes la quand même. musique, genre quand t'appuies sur parole, ça met Ouais. ça, genre ça défile ça. Et après, bon, il y a un mec très sérieux qui a répondu, le manque de respect, c'est surtout les gens qui lui font croire qu'elle est talentueuse pour se continuer à se moquer d'elle. Alors, on en pense qu'on en veut. Moi, je trouve que quand même, Spotify, là, ils ont fait un petit coup. Mais ils ont rien dit du coup, Spotify, ils ont laissé ça. Ah, je sais pas, je suis pas allé voir. Je sais pas, ça mérite une vérification. Mais c'était il y a quelques jours, donc Bah ouais, mais j'avais vu, mais c'est quand même fou quand même, je trouve. j'aime bien qu'ils mettent désolé du désagrément, mais on comprend. En fait, l'aveu de faire. Ouais, c'est vrai que c'est Bah, compliqué. il a dû passer apprendre toute les la paroles, nuit à des essayer fois. de déchiffrer, et puis après Ouais, il s'est ça. dit bon, stop. Il y a eu des mails, c'est pour ça qu'ils sont partis. Mais On annule le tout. Bon, et en tout cas, des infos toujours plus. Voilà. Et vous comprenez maintenant pourquoi ça fait pas la une des JT et tout ça. C'est Parce que vrai. S'ils ouvraient en disant voilà, Morgan Makeup a pas ses paroles sur Spotify plutôt que de dire. Et non, mais par contre, ton actu de la dernière fois sur les agriculteurs, maintenant ça fait Ah, la une. tu vois, j'avais Voilà. préparé un truc et c'était en octobre. C'est Voilà. vrai. Les c'est panneaux vrai. à l'envers vrai. et tout. Ah, maintenant. Je vais peut-être parler d'Euro Million la prochaine fois. Peut-être, Bon, voilà pour le tour de table. Dans un instant, on va revenir sur ce qui se passe, comme je le disais au début de l'émission, sur le cas du Venezuela, de l'Équateur et du Salvador, l'Amérique du Sud, où il se passe pas mal de choses ces dernières semaines, hein, notamment du côté des narcos, mais aussi une potentielle guerre qui risque d'éclater avec le Venezuela et le Guyana. On en parle tout de suite dans le Focus. Le focus donc de ce podcast, je le disais à l'instant, on va revenir sur ce qui se passe en Amérique du Sud. Et on commence d'abord avec l'Équateur, si je dis pas de bêtises, Carla, dont on va Exactement. parler des narcos. Exactement. L'Équateur qui est actuellement dans un tournant de la guerre qu'il mène contre les narcotrafiquants. Une guerre qui est quand même assez révélatrice de l'instabilité politique du pays, qui est marquée par la place qu'occupent les gangs au sein du pays. Donc ce dernier 8 janvier 2024, le narcocriminel Fito, de son vrai nom José Adolfo Macias Villamar, s'est échappé pour la seconde fois de prison. Donc il a été condamné pour crime organisé, trafic de drogue et meurtre. Il s'est évadé donc une première fois en 2013. C'était pourtant une prison de haute sécurité. Comme la seconde fois, sa deuxième évasion aurait été le fruit d'une collaboration avec les gardiens du centre pénitentiaire de Guayaquil. Le centre pénitentiaire, c'est important de noter, c'est un symbole de son pouvoir. Pas parce qu'il contrôlait le centre, mais à l'intérieur, on retrouve des peintures murales, des dessins d'armes et de lions, des lions qui représentent Fito. Donc au sein de la prison, il bénéficiait, selon la Commission interaméricaine des droits de l'homme, je cite, d'un traitement différencié et préférentiel de la part des autorités. Donc on voit vraiment qu'il avait une place importante et c'est pour ça qu'on soupçonne le fait qu'il ait été aidé par les gardiens pour son évasion. À noter qu'il y a également une chanson qui a été écrite à son attention. C'est pour vous montrer un petit peu la place qu'il a au sein du pays. Vous pouvez la trouver sur YouTube sous le nom de El Corrido del León, qui signifie donc la course au lion, dans laquelle en fait on raconte son histoire, ses mérites. En fait, on fait l'éloge de Fito. Donc Fito, c'est le chef d'un des 5 gangs qui dominent le pays. Son gang, c'est Los Choneros. Il existe depuis les années 90. Le gang, il réalise son trafic dans la province côtière de Manabí, dans le sud-ouest, qui est un point assez stratégique en fait pour l'exportation de cocaïne, notamment vers les États-Unis et l'Europe. Parce que le pays, on le sait, c'est devenu une plaque tournante pour le passage de la drogue. Donc le gang, il compte près de 8000 membres, ce qui est assez important. C'est énorme. C'est ça, et donc il va établir notamment des liens avec des organisations criminelles colombiennes, mexicaines, mais aussi avec des réseaux balkans. Et donc leurs principales activités, c'est notamment le trafic de stupéfiants, le contrat d'assassinat, de meurtre et de kidnapping, mais on a aussi le trafic d'armes, le trafic d'humains et l'immigration illégale. Rien que ça, comme on le dit. C'est fait, hein, dis donc. Donc, depuis son évasion, le président équatorien Daniel Noboa a déclaré le couvre-feu et l'état d'urgence pour 60 jours. Donc actuellement, le pays est
dans l'état d'urgence. Pour rappel, l'état d'urgence, ça correspond à un état de crise qui renforce les pouvoirs des autorités civiles en matière de sécurité des personnes et qui limite donc les libertés, qu'elles soient à la fois publiques ou individuelles. Ouais, c'est le paroxysme un peu. C'est ça. Donc on va avoir des conséquences assez importantes à la suite de cette évasion, notamment dans les prisons qui vont être prises d'assaut par les prisonniers et vont séquestrer les gardiens. Ouais, c'est des images qu'on avait vues ces dernières semaines. Ouais. Et donc, l'événement, on va dire, un petit peu marquant ou le plus choquant, c'est la prise d'otage, dans un studio de télévision, la chaîne TC de Guayaquil, le 9 janvier, lors de laquelle le présentateur il a été menacé. On voit lors de la scène l'irruption d'hommes armés, cagoulés, qui vont menacer l'équipe de production, les journalistes qui sont plaqués au sol en fait, avec la menace des armes. Donc c'est assez impressionnant. Et bien sûr, c'était filmé, donc c'est l'impact, on a la peur qui est diffusée, c'est assez impressionnant. Et cette affaire, elle a été traitée notamment par le procureur César Suárez, qui était également en charge de l'opération anticorruption menée depuis décembre dernier. Cette opération anticorruption, elle était menée par le gouvernement équatorien pour retrouver une certaine stabilité dans le pays. Et donc, ce fameux procureur n'était pas soumis à une protection policière. Oui. On s'y attend tous. Donc, malgré les risques du métier, évidemment, il se fera donc assassiner le 17 janvier à la suite d'une douzaine de balles. Non, c'est un moment qui est assez impressionnant, qui est choquant pour l'ensemble de la population. Ça montre vraiment à quel point les gangs ont une place. Ouais, ils contrôlent le pays, quoi. C'est ça, exactement, en fait. Et que même avec tous les militaires qu'il y a, en fait, ils continuent à exercer ce pouvoir. Ils sont partout, en fait. C'est ça. Et en fait, les assassinats, les menaces de mort, elles se multiplient dans le pays. Fito est toujours en cavale. On l'a toujours pas retrouvé. Ah ouais. Et donc, on est évidemment face à une crise sécuritaire sans précédent. Merci Carla pour ce point sur l'actualité. Alors c'est vrai que quand on entend cette information, on se demande mais comment, pourquoi le pays, l'Équateur est plongé en fait dans le narcotrafic. Parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler en général des pays d'Amérique centrale dans l'actualité française. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et en fait aujourd'hui on peut qualifier le pays d'une deuxième Colombie d'Amérique latine, d'Amérique centrale. Alors en fait, au milieu des années 2010, le taux de criminalité en Équateur est un des plus faibles de l'Amérique latine, mais c'est depuis qu'on assiste à une mexicanisation ou une colombinisation, un peu comme vous voulez, du pays marquée par une grande insécurité. Donc l'année 2022 a été l'année la plus meurtrière de toute l'histoire du pays, et cela s'explique en grande partie par le poids très important du narcotrafic qui ne cesse de se développer à l'échelle nationale. Alors l'Équateur est devenu un pays incontournable dans le transit de drogue parce que c'est un pays géostratégique qui se situe entre la Colombie et le Pérou, les pays principaux producteurs de cocaïne dans le monde. Et donc en Équateur, on peut parler d'une réelle économie dollarisée de la drogue avec des exportations vers les États-Unis par le Pacifique, mais aussi vers l'Europe et l'Asie où la demande ne manque pas, malheureusement. En fait, en d'autres termes, le pays semble totalement condamné par cette forte demande qui forme comme un cercle vicieux dans l'entretien des cartels. Alors, la politique équatorienne prend un tournant en 2019 quand les libéraux arrivent au pouvoir et qui mettent en place une politique d'austérité. En réalité, ça a totalement enfoncé le pays dans une forte pauvreté, aussi bien dans la population qu'au niveau étatique. Parce que on a constaté un très haut taux de chômage qui a battu des records et le gouvernement a même dû fermer le ministère de l'Intérieur et de la Justice par manque de moyens financiers. Alors cette instabilité en fait a laissé un vide pour l'implantation de la criminalité organisée et ça a conduit au plus grand mouvement social du pays. Alors Mathilde, avant de te laisser la parole, je vais juste revenir sur l'année 2023. Qui se suffit à elle-même pour comprendre les événements récents dont tu as parlé, Carla, et de se rendre compte de la crise politique équatorienne. En fait, à l'été 2023, le président Guillermo Lasso est accusé de corruption et il est menacé de destitution. Et c'est suite à cela qu'il dissout l'Assemblée et qu'il convoque de nouvelles élections, dont la campagne a été fortement marquée par la présence des narcotrafiquants, qui se sont imposés comme des acteurs majeurs politiques du pays. Alors, je vais
peut-être pas bien le prononcer comme tu le prononces, mais Fernando Villavicencio, candidat du centre à l'élection présidentielle, s'est fait assassiner. Alors deuxième dans les sondages aux portes du second tour. En fait, il était journaliste de profession et il avait enquêté sur le narcotrafic, ce qui faisait de lui la cible numéro 1 pour Fito et son cartel dont tu parlais tout à l'heure. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a été assassiné. Et c'est en novembre 2023 que Daniel Noboa est élu président d'Équateur. Et en fait, il est issu de la plus grande bourgeoisie du pays. Et il a découvert assez rapidement à quoi s'attendre face au poids des narcotrafiquants. Et il s'est prononcé à ce sujet, je cite « Nous sommes dans un conflit armé, non international, nous luttons pour la paix ». Autrement dit, il parle d'une réelle guerre contre le narcotrafic et la corruption. Voilà, Mathilde, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr, du coup, moi je vais vous parler de la corruption et de l'impuissance des institutions politiques. Donc la corruption est un problème qui est très présent en Équateur, où les institutions qui sont politiques et judiciaires, elles peuvent être infiltrées, influencées par les intérêts criminels, y compris les narcotrafiquants. Et du coup, les pots de vin et les autres formes de corruption, elles sont très souvent utilisées. Donc par exemple, en 2017, l'ancien vice-président d'Équateur, donc Raúl Reglas, a été reconnu coupable de corruption dans une affaire liée à des pots de vin versés par une société brésilienne. Et du coup, cette affaire, elle a permis de révéler qu'il y avait à plus haut niveau dans le gouvernement d'autres formes de corruption. Et aussi, les institutions chargées de l'application des lois en Équateur, elles peuvent être, comme tu l'as dit, sous-financées, mal équipées et donc manquer de ressources humaines qualifiées pour lutter efficacement contre le trafic de drogue. Et cette faiblesse, elle peut être du coup très facilement exploitée. Donc, par exemple, les forces de l'ordre en Équateur sont souvent très critiquées par leur manque de ressources et de capacités pour lutter efficacement contre le trafic de drogue, ce qui entraîne des retards de jugement et parfois des acquittements pour des narcotrafiquants présumés. Dans certaines régions d'Équateur, la vente de drogue, elle peut jouer un rôle économique très important, offrant des opportunités d'emploi et de revenus dans des régions où les alternatives économiques légales sont compliquées et limitées. Cette dépendance économique peut entraîner du coup une tolérance parmi la population et même une complicité active de la part d'autorités locales envers les narcotrafiquants. Parce qu'ils recrutent les narcos dans les gens les plus pauvres aussi, c'est ça ? C'est ça. Ouais. C'est toujours comme ça. Hein. C'est plus facile de recruter ceux qui sont... Oui, donc ils ont intérêt finalement. Ils ont intérêt finalement à ce que la pauvreté continue, parce que c'est leurs ressources humaines. Oui, c'est ça. C'est leur socle en fait de. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça que le gouvernement, il n'arrive pas à gérer en fait. C'est un manque de moyens. C'est pas une politique qui va être mauvaise. Ouais, Totalement. Oui, c'est ça. Et du coup, par exemple, dans la province de Sucumbios, la vente de drogue a contribué à l'économie locale en offrant des emplois dans la culture de coca et de son transport. Et du coup, les autorités locales peuvent être du coup réticentes à perturber cette source de revenus. Mais la violence et l'intimidation sont aussi très utilisées pour le contrôle sur les territoires et les personnes impliquées dans le trafic de drogue. Les responsables politiques, les fonctionnaires, les forces de l'ordre qui s'opposent à leur activité illicite peuvent être menacés, agressés ou même assassinés, comme on a pu le voir, créant ainsi un climat de peur qui entrave les efforts de la lutte. Donc par exemple, en 2018, encore des journalistes ont été enlevés et assassinés à la frontière entre l'Équateur et la Colombie par un groupe d'armes soupçonné d'être lié au trafic de drogue. Des responsables politiques et des membres des forces de l'ordre ont été menacés et agressés pour avoir tenté de lutter contre le trafic de drogue dans certaines régions, ce qui a conduit à une réticence à prendre des mesures fermes contre les narcotrafiquants. Et ça, on le voit que toutes les forces de l'ordre qui essayent de rétablir l'ordre, elles reçoivent des menaces de mort. Ouais, c'est ça. En effet. Donc, soit elles sont assassinées, soit elles sont hyper sous pression, quoi. C'est ça. J'avais vu un truc comme ça, c'était une image, ça m'avait marqué. C'est c'est l'image de Maduro dont on va parler dans un instant. Lui, il est pareil, il est sous pression et tout parce que évidemment, c'est des pays qui sont très sujets à l'insécurité. Et tu les vois, ils sont dès que le mec il tourne le dos, t'as les agents de sécurité, mais ils sont pas trois, ils sont vraiment 9 autour de lui et il déplie des petites valises, comme dans les James Bond et tout. Ils sont derrière lui, ils déplient des espèces de valises et tout, et le mec il est couvert en permanence, quoi. Pour le protéger au cas où il y a quelqu'un qui voudrait lui tirer dessus. Bon, après, moi, je trouve que certaines personnes, on va le voir, ont des raisons d'en vouloir à Maduro, mais tous les dirigeants en tout cas de la région, c'est vrai qu'on voit vraiment qu'il y a un dispositif de sécurité qui est immense, quoi. Oui, c'est pareil. Le maire de Guayaquil, justement, la ville où se trouve la prison de Fito, il est sous haute sécurité en permanence. Il est obligé de changer de logement, en fait,
plusieurs fois par semaine, parce qu'en fait, si les narcotrafiquants trouvent où il est, forcément, pour lui, il va finir comme le procureur. Quoi. Mais en fait, c'est une situation hyper récente. Enfin, le pays, comme il a basculé hyper rapidement dans cette situation, et donc c'est tout nouveau aussi pour le gouvernement et les forces de l'ordre. C'est ça, de gérer. En fait, ils savent même pas gérer, ils savent pas quoi faire. Quoi. Mais je trouve que ça pose aussi un problème niveau liberté de la presse aussi, parce que comme on a vu que des journalistes, des fois, ils sont visés et tout, ils sont plutôt tentés à pas essayer de parler du problème ou dénoncer. Ou c'est ça, c'est un cercle vicieux. Ils ont intérêt à ce que la pauvreté se maintienne, et en même temps que les journalistes n'en parlent pas. Mais même pour d'autres journalistes étrangers. Mais on n'a pas tant d'informations que ça, je trouve, sur l'Équateur, etc. C'est pour ça que nous, on a fait le choix d'en parler. C'est vrai qu'il y a un silence médiatique autour de tout ça. Pas seulement sur ce qui se passe à l'Équateur, partout, au Salvador, au Guatemala, tous ces pays-là, on entend très peu parler. Bon, en tout cas, merci à vous, c'était très très complet. Bonjour à tous, c'est Clément le monteur. Au vu de la longueur du podcast, nous avons décidé de le couper exceptionnellement en 2 parties. Pierre et Vincent reviendront sur le cas du Venezuela et de Nicolas Maduro, accompagnés de toute l'équipe bien sûr. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, @Libertin, et à vous abonner au Spotify pour ne pas manquer la suite. Allez, à très vite sur Duplex.